Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui de la directive européenne sur le devoir de vigilance. Aujourd'hui, je vais vous présenter les contours du futur devoir de vigilance européen, puisque nous avons enfin, après un certain nombre de péripéties, un texte qui a été adopté par le Conseil et par la commission jury du Parlement européen, donc il y a 2 jours exactement, donc le 19 mars dernier. Il y a encore une étape à faire qui est l'adoption par l'Assemblée plénière du Parlement européen, mais qui devrait ne pas poser de problème. Et donc nous avons vraiment le texte définitif sur cette future obligation de devoir de vigilance dans le cadre de l'Union européenne. Je vais essayer de vous présenter vraiment les grandes lignes, parce que c'est un texte qui est quand même assez conséquent, et notamment en mettant en avant un peu les différences qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'accord politique dont j'avais déjà parlé, qui avait été trouvé en trilogue en décembre dernier, et sur lequel le Conseil notamment est revenu en finalement rabotant un peu les contours et le périmètre de cette directive européenne et de cette future obligation de vigilance. Donc déjà concernant les entreprises concernées, donc on était avant à 500 salariés et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, et donc aujourd'hui le seuil fixé est 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc un seuil plus élevé, avec ce qui est prévu dans le texte aujourd'hui, une entrée en vigueur progressive. Donc d'ici 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive, cette obligation s'appliquera aux entreprises de plus de 5000 personnes et avec un chiffre d'affaires de 1 500 000 euros après 4 ans. Donc 1 an après, 3000 personnes et un chiffre d'affaires de 900 millions d'euros. Et enfin, on arrivera au seuil de 1000 salariés et un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros d'ici 5 ans, donc après l'adoption de cette directive. Je vous rappelle, on en avait déjà parlé, que cette directive s'appliquera aux entreprises de l'Union européenne, mais aussi aux entreprises tiers qui font l'exigence de chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne. Donc un seuil un peu plus élevé, donc ça concernera moins d'entreprises. Et il y a eu aussi dans le dernier texte l'abandon d'un régime un peu particulier pour les entreprises qui étaient considérées comme des secteurs à risque, donc textile, agricole, construction et extractif. Il y avait aussi, encore une fois, la possibilité d'appliquer l'obligation de vigilance à ces entreprises de secteur à risque, et avec des seuils encore moindres, puisqu'on était à 250 personnes et 40 millions de chiffre d'affaires. Mais tout ceci a été abandonné dans le dernier texte. Donc on reste sur des grandes entreprises, quel que soit le secteur, de 1000 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui a été confirmé, mais on le savait aussi, c'est l'exclusion de ce qu'on appelle les services financiers, c'est-à-dire que les banques seront soumises à l'obligation de vigilance au travers de leurs propres activités, donc les impacts sur leurs collaborateurs, au travers des activités de leurs fournisseurs, donc ce qu'on appelle la partie amont, et je vais y revenir, mais en revanche, la partie services financiers, donc les services d'investissement ou de prêt ou de soutien financier aux entreprises ne feront pas aujourd'hui partie de cette obligation de vigilance. Et le dernier texte proposé par le Conseil et adopté par le Conseil revient même sur l'obligation qui a été faite d'avoir un statement commun de la part des institutions sur ces questions des services financiers. Donc il y a juste aujourd'hui la mention d'un rapport de la Commission qui doit être fait sur finalement réévaluer le besoin d'avoir des obligations de vigilance pour le secteur financier lié aux services financiers, donc dans les 2 ans d'application. Donc là aussi, un peu un retour en arrière par rapport à ce qui était prévu.
Concernant les enjeux couverts, donc on a, et ça on l'avait depuis le début, tous les droits humains et les enjeux environnementaux. On a, je vous le rappelle, ce qu'on n'avait pas dans la loi française, une liste en annexe des enjeux couverts et des traités internationaux et des standards que les entreprises doivent respecter. Donc ça, c'est dans la directive et c'est très utile et ça constitue finalement un peu un référentiel opposable pour les entreprises. Et concernant le climat, qui avait été un enjeu entre les discussions entre le Parlement et le Conseil, de savoir si la lutte contre les stratégies climatiques des entreprises, plus précisément, devait être inclus dans le devoir de vigilance générale. Là, l'accord politique a été confirmé que le climat ne faisait pas partie des enjeux de vigilance générale. En revanche, il a été repris l'obligation de plan de transition climatique, donc dans l'article 15, qui est en lien avec les dispositions de la CSRD, donc la directive sur le reporting extra-financier, sachant que le secteur financier, là, cette fois-ci, est couvert par cette obligation de plan de transition climatique et qu'il y aura une supervision de l'autorité de suivi. J'y reviendrai. Donc, un climat exclu du devoir de vigilance en tant que tel, mais en revanche, des obligations liées aux stratégies climatiques des entreprises sont prévues dans la directive. Sur le contenu de l'obligation de vigilance, alors je vais aller vite parce que finalement ça n'a jamais vraiment changé depuis le texte il y a 2 ans de la Commission. Donc ce sont un peu des exigences de vigilance classiques qui sont très inspirées des principes directeurs de l'OCDE et des principes directeurs des Nations Unies, qui reprennent l'approche privilégiée par la loi française. Donc il est attendu que les entreprises mettent en place une démarche d'identification et de gestion de leurs impacts négatifs, donc sur les droits humains et l'environnement qui sont listés, comme je l'ai dit, en annexe. Et ce processus de vigilance doit avoir 5 étapes, donc une politique cadre de vigilance, des mesures d'identification des risques d'avoir donc des impacts négatifs, la mise en place de mesures de prévention et d'atténuation de ces impacts, des procédures de réclamation et de notification, un système de suivi et d'évaluation et une publication annuelle de la démarche de vigilance et des progrès. Sur le périmètre de l'obligation de vigilance, donc il y avait des questions en fait sur savoir quelles activités devaient être incluses dans la démarche de vigilance. Donc on retrouve évidemment les activités de l'entreprise elle-même soumises à l'obligation rentrant dans le champ d'application de la directive, mais aussi celles de ses filiales directes et indirectes. On retrouve aussi, et ça aussi c'était présent dès le texte de la Commission il y a 2 ans, les activités des partenaires commerciaux directes ou indirectes sur l'ensemble de l'amont. Alors ce qu'on appelle l'amont, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est production de biens, conception, extraction, fabrication, transport, entreposage et fourniture de matières premières, donc des produits utilisés par l'entreprise. Donc vraiment tout ce qui est avant ce qui se passe dans l'activité directe des entreprises. Donc ça, c'est vraiment tout l'amont et les partenaires directs et indirects. Et en revanche, sur l'aval, donc il y avait eu un accord sur le fait qu'il y avait les relations directes et indirectes sur la distribution, le transport, le stockage et l'élimination du produit. Donc ça, c'était l'accord politique en décembre dernier. Et là, le dernier texte a restreint un peu cette partie qu'on appelle aval, donc lié à l'usage finalement. Enfin, une fois que les produits sont sortis des portes de l'entreprise, et donc ce sont que les partenaires directs, donc les relations commerciales directes, et pas les partenaires indirects, et liés à la distribution, au transport et au stockage des produits. Donc on a enlevé toute cette partie élimination du produit, donc démantèlement, recyclage, etc. Ce qu'on retrouve dans le futur TERC aussi, et ça c'est nouveau depuis la position du Parlement, mais qui a été repris, c'est un nouvel article, entre guillemets, sur le dialogue avec les parties prenantes. Donc c'est l'article 8D, et là qui met bien en avant la nécessité de mettre en œuvre des mesures d'engagement significatifs avec les parties prenantes de l'entreprise, des parties prenantes potentiellement impactées, et ce sur l'ensemble des étapes du processus de vigilance. Et ça, on peut faire un lien, et je l'avais déjà développé avec les contentieux en France et l'effectivité de la loi française telle qu'elle est interprétée par les juges, où les juges mettent bien en avant ce principe de concertation, enfin en tout cas d'association avec les parties prenantes comme condition d'effectivité de la démarche. Et c'est aussi ce qui est mis en avant par les principes directeurs de soft law. Et donc ça, aujourd'hui, c'est marqué dans la directive européenne.
Ensuite, en matière de sanctions et de contrôle, donc on aura la mise en place d'autorités de contrôle, de supervision pour vérifier que les entreprises appliquent leurs obligations de vigilance. Ça, c'est quelque chose aussi qui existe depuis le début, qui n'a jamais été remis en question. Et donc, ces autorités de contrôle pourront s'auto-saisir ou être saisies, notamment à la suite d'un rapport d'information faisant état de manquements allégués à l'obligation de vigilance. Elles auront un pouvoir donc d'enquête, évidemment, au sein des entreprises, mais aussi de sanctions, et notamment de sanctions de pénalités financières liées au chiffre d'affaires de l'entreprise. Elles auront aussi un pouvoir d'ordonner toute mesure pour faire cesser, évidemment, le manquement et la mise en place de mesures correctives par rapport au manquement en question, par rapport à l'obligation de vigilance. Ces autorités, je l'ai déjà dit, auront un rôle de conception, de supervision sur la mise en œuvre du plan de lutte contre le changement climatique, donc du plan de transition climatique de l'entreprise soumise à la loi, qui, encore une fois, est prévu dans la directive à l'article 15. Ce qui est repris aussi, ça aussi c'est quelque chose qui a fait l'objet de discussions entre les États, mais qu'on a retrouvé dans les différents textes, c'est, indépendamment de ce contrôle préventif d'une autorité de supervision, c'est le principe de la possibilité d'engager la responsabilité civile de l'entreprise en cas de dommage. Donc ça, c'est quelque chose qui vient, si je puis dire, de la loi française et qu'on a déjà au titre de la loi française. Et donc, il faut que la faute, ça c'est quelque chose qui vient de la position du Conseil, soit intentionnelle ou de négligence par rapport donc le manquement au devoir de vigilance. Donc c'est pas tout manquement, mais il faut un certain degré, on va dire, d'intensité de manquement. Et il est précisé aussi que l'entreprise ne pourra pas être mise en cause au titre de sa responsabilité civile si le dommage a été causé uniquement par un partenaire commercial dans la chaîne d'activité. Et donc, il faut qu'elle ait vraiment contribué et participé au dommage. Il y a eu un peu de restriction, si je puis dire, dans le tout dernier texte sur la capacité à agir direct des syndicats et des ONG, et des associations, mais il y a toujours la possibilité, en lien avec le droit national des États, de représenter une personne physique qui serait victime d'incidences négatives. Ce qu'on peut noter aussi, mais ça on le savait déjà depuis novembre dernier, depuis l'accord politique entre ELOC, c'est que à l'origine il y avait des dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs sur ces questions de devoir de vigilance, avec un devoir de sollicitude qui s'apparente à ce qu'on a en France avec la loi Pacte et une responsabilité de mettre en place et de superviser les mesures de vigilance. Donc ça avait déjà disparu, si je puis dire, dans la position du Conseil et dans l'accord politique. Mais donc sachez qu'il n'y a pas de responsabilité directe des administrateurs sur ces questions de vigilance. Alors si on doit comparer par rapport aujourd'hui et pour donner des indications aux entreprises qui sont soumises déjà à la loi française sur le devoir de vigilance, donc déjà dans un premier temps ce seront les mêmes seuils avec un seuil en plus de chiffre d'affaires que l'on ne retrouve pas dans la loi puisque ce ne sont que 5000 salariés, mais petit à petit ça va s'étendre à d'autres entreprises et il y a des estimations qui sont sorties en disant qu'il y aurait 200 entreprises à terme en plus françaises qui sont touchées par l'obligation de vigilance. On verra avec les contentieux, mais il y a a priori une divergence sur l'inclusion des services financiers. Enfin, en tout cas, la loi française ne mentionne pas cette exclusion des services financiers dans le cadre du périmètre de l'obligation de vigilance. Il y a 2 contentieux en cours contre des banques. Et si on regarde évidemment les pratiques des banques depuis 2017, elles incluaient elles-mêmes dans leur plan de vigilance les services financiers. Donc il peut y avoir un décalage. Sur le périmètre des activités couvertes, alors là, la directive va plus loin, puisqu'il y a une inclusion explicite de vraiment l'ensemble de l'amont des activités et donc de l'ensemble des chaînes d'approvisionnement de tous les fournisseurs. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on n'est pas fixé tout à fait dans le cadre de la loi française. Et surtout, et je pense que c'est peut-être le plus gros changement, c'est qu'il y a l'arrivée d'une autorité de suivi, donc qui exercera vraiment un contrôle
contrôle préventif sur les démarches de prévention mis en place, sur les démarches de vigilance des entreprises et qui aura, je vous le rappelle, un pouvoir d'enquête et de contrôle. Aujourd'hui, on n'a pas ça en France. Donc, il va y avoir un besoin de systématiser des processus ou en tout cas avoir des méthodologies plus opposables pour les entreprises qui peuvent avoir arrivé une autorité de suivi. Et par contre, on retrouve, comme je l'ai dit, la responsabilité civile, mais donc là, il y aura aussi une différenciation entre peut-être l'aspect préventif qui sera laissé, le contrôle de l'aspect préventif qui sera laissé à l'autorité de suivi, et la responsabilité civile en cas de dommage qui sera laissée, comme aujourd'hui, aux juges français. Donc, on attend l'adoption finale par le Parlement européen. Après, il y aura 2 ans de transposition, enfin maximale, qu'on verra. Évidemment, ça dépendra de la transposition française et donc dans quel cadre la loi française sera modifiée, renforcée forcément pour tenir en compte des exigences de la directive européenne. Mais peut-être la France pourra décider d'aller plus loin que ces exigences-là, et surtout, on va voir quelle autorité de suivi sera choisie pour exercer ce contrôle des pratiques des entreprises françaises. Voilà, donc je ne manquerai pas de vous tenir informés au fur et à mesure où on aura plus d'éléments. Et c'est fini pour aujourd'hui, et donc nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.